Pour commencer, bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel opus des webinaires organisés par Chopin Technologies. Pour rappel, Chopin Technologies était une entité du groupe KPM Analytique et ces webinaires ont pour ambition de partager avec les meuniers, les boulangers, l'ensemble des acteurs de la filière blé, farine, pain et plus globalement toutes les personnes intéressées par ces thématiques. L'objectif est de partager avec eux, avec vous, un certain nombre de connaissances, de savoirs, d'idées, de réflexions, tout simplement de questionnements relatifs au contrôle et à la maîtrise des farines et des pâtes à base de farine. L'objectif de la présentation du jour est de s'attarder un peu plus longuement sur la sélection des matières premières. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me propose de faire quelques rappels d'ordre pratico-pratique, notamment pour les personnes qui assisteraient éventuellement pour la première fois à un de nos séminaires. Alors, en premier lieu, je tiens à me présenter. Je m'appelle Olivier Lebrun, je suis spécialiste produits et applications et c'est moi qui vais avoir le plaisir d'assurer la présentation du jour au nom de toutes les équipes Chopin et KPM. Cette présentation va durer à peu près 45 minutes, à la suite desquelles je ferai de mon mieux pour répondre aux questions éventuelles que cette présentation aura pu vous susciter. Alors, vous pouvez, je vais essayer de mettre mon pointeur directement. Euh, voilà, vous pouvez poser vos questions dès maintenant et tout au long de ma présentation grâce au petit module questions-réponses proposées par Zoom. Dernier point pratique, cette présentation va être enregistrée et le lien pour accéder à et le lien pour accéder à cet enregistrement vous sera partagé après la présentation ce soir ou demain. Ce qui vous permettra, si vous le souhaitez, de revenir sur certains points plus en détail ou éventuellement de le partager, cette présentation, avec certains de vos collègues qui seraient intéressés mais qui n'auraient pas pu participer en live aujourd'hui. Voilà, ceci étant dit, je vous propose d'entrer un peu plus dans le vif du sujet et de parler de sélection des matières premières. Alors, en termes de contextualisation du sujet, je voudrais rappeler que l'objectif du meunier, globalement, puisque, oui, c'est peut-être que j'ai oublié de préciser, c'est que notion de matière première, on va parler essentiellement de farine aujourd'hui, même si la démarche qu'on va imaginer ou qu'on va évoquer aujourd'hui peut s'appliquer à tout type potentiellement de matière première. Donc oui, l'idée de contextualisation, c'est de se dire que l'objectif du meunier, c'est avant tout de produire et de fournir à son client une farine qui soit conforme aux attentes de ce dernier. Conforme en termes de qualité de produit et de capacité pour le client à produire le pain, le buns, que sais-je, qu'il souhaite et selon les qualités qu'il souhaite. Et de s'assurer que cette conformité soit valable livraison après livraison et qu'il y ait une certaine régularité. Donc, pour répondre à ce challenge, le meunier va devoir répondre globalement à trois exigences. Avoir ou définir une cible, un cahier des charges, en d'autres termes. Mettre en place les outils, les matériaux, les stratégies pour pouvoir atteindre cette cible, pour pouvoir s'assurer que la farine qui produit répond à ce cahier des charges. Et puis, troisième point, si jamais il n'arrivait pas à atteindre cette performance dès le départ, essayer de connaître, de trouver les leviers pour pouvoir adapter, corriger sa farine, toujours dans l'objectif in fine de pouvoir satisfaire son client. Donc ces trois points vont concrètement constituer un petit peu l'ossature de ma présentation du jour. Dans un premier temps, je vais donc vous parler de cahier des charges, de cibles, et d'essayer de reprendre en gros et de synthétiser les informations qui ont pu être transmises, les réflexions qu'on a pu avoir durant les deux premiers webinaires de cette année, réflexions autour de la méthode, on va dire, traditionnelle pour établir ce cahier des charges, par opposition à une méthode un peu plus novatrice qu'on vous propose de suivre dans le futur.
Dans un deuxième temps, je passerai un peu de temps pour vous présenter certains outils. Alors, je n'aurai pas le temps de vous présenter toute la gamme Chopin. Certains ont déjà été présentés durant les webinaires précédents. Et je vous ferai aujourd'hui un focus plus particulier sur la GridCheck, donc un instrument, un appareil infrarouge, sur le SD-Matic pour mesurer l'amidon endommagé et sur l'alvéographe pour mesurer le comportement rhéologique des farines et des pâtes. Et puis, dans un troisième temps, j'essaierai de vous d'établir une réflexion sur la façon dont ces outils, que je viens d'évoquer, peuvent éventuellement aider le meunier à adapter, si besoin, ces farines, corriger ces farines pour les rendre conformes à ses attentes. Donc, comme je vous l'ai dit, la première partie de cette présentation va être consacrée à l'établissement d'une cible, d'un cahier des charges, et va reprendre un petit peu les stratégies qu'on a pu évoquer lors des deux premiers séminaires. Et l'idée, c'est quoi? C'est que globalement, pour pouvoir sélectionner une farine, il faut se dire à quoi je vais sélectionner, donc se fixer une cible, se fixer un cahier des charges. Et traditionnellement, de ce qu'on peut voir, ces cahiers des charges sont souvent basés autour de la protéine. Alors, pour illustrer ce fait, on peut regarder un petit peu la littérature. À titre d'exemple, je vous ai mis ici un petit extrait des spécifications techniques émises par le Programme alimentaire mondial pour qualifier un blé panifiable. Et on voit bien que le critère qui arrive en premier, c'est la quantité de protéines, suivi par le gluten humide. Et pas très loin, on va retrouver l'alvéographe. Tous des appareils qui vont plutôt se focaliser sur la protéine. Autre facteur important pour essayer d'illustrer combien ce facteur protéine est associé à la qualité de la farine, ou au contraire, comment je pourrais dire, combien la cahier des charges farine sont associés à la protéine. On va pouvoir faire un petit exercice en utilisant l'intelligence artificielle, qui est très à la mode en ce moment. Et je vous invite à faire vous-même l'exercice si vous le souhaitez, mais tapez sur ChatGPT, tout autre moteur d'intelligence artificielle, spécification pour obtenir spécification farine pour obtenir un pain de qualité. Si vous faites l'exercice, vous allez obtenir certainement des réponses sensiblement différentes, mais ça en tournera toujours comme sur ChatGPT et ce qu'on a pu obtenir quand on a fait, et que pour obtenir une farine de qualité satisfaisante pour produire du pain, il faut une teneur et une qualité en protéines adaptée. Et globalement, si on est autour de 12,7, c'est pas mal. Et plus la quantité de protéines va être élevée, meilleur c'est. C'est globalement ce qu'on va retrouver dans la littérature et le reflet de ce qu'on a tendance à trouver sur le terrain. Et la question qu'on se pose, c'est OK, je ne remets pas en doute le fait de la nécessité de mesurer la protéine, mais est-ce que de mesurer cette protéine, ça va être suffisant pour garantir, quel que soit le produit qu'on fabrique, quelle que soit la façon dont on le fabrique, quel que soit le lieu où on se trouve et les contraintes qu'on a, est-ce que ça va être suffisant pour réellement assurer une conformité de la farine par rapport à mon cahier des charges, pour s'assurer que la farine que je vais produire ou que la farine que je vais acheter va répondre à mon besoin? J'ai quelques doutes. Et donc, c'est ce qu'on avait essayé de démontrer la dernière fois à travers quelques exemples, des limites de cette approche assez fréquente traditionnellement, basée uniquement sur la protéine. Pour ça, on avait repris un petit exemple théorique, si on peut retrouver dans la littérature. Il y avait une revue qui s'appelle Baking Process, qui existe d'ailleurs toujours, sur lequel on peut regarder. Il y a eu un moment, un petit article qui disait que globalement, pour fabriquer un pain sandwich blanc, le type de farine qui était importante, il fallait qu'elle ait, pour fabriquer ce produit, la quantité de farine, la quantité de protéines de la farine, avait un impact important. Et que idéalement, si on avait une quantité de farine entre 10 et 11,5%, il y avait de fortes probabilités que le produit fini, que le pain pour sandwich nous donne satisfaction. Ça, c'est la théorie. L'expérience tend à nous montrer que c'est certainement un peu plus compliqué que ça. Et j'en veux pour preuve une étude qu'on avait menée il y a quelques années déjà, où on avait réussi à récolter 150 échantillons de farines différentes, issus des 5 continents, de différents pays, et que l'on avait analysé de différentes façons.
Notamment, on avait déterminé pour chacune des 150 farines leur teneur en protéines et leur volume en panification. Alors ici, on n'a pas représenté le volume, mais la surface de la tranche de pain, ce qui équivaut globalement à la même chose. Et puis, donc, ce qu'on a fait, donc, on a représenté ces deux paramètres l'un par rapport à l'autre sur le graphique, donc essayer d'évaluer l'influence du volume obtenu en fonction de la quantité de protéines présentes dans la farine. Donc, si on voit bien qu'en effet, il y a une tendance très générale, globalement, plus on va avoir de protéines, plus le volume qu'on va obtenir va être normalement élevé. On voit que cette tendance, cette relation reste quand même très faible. Pour ceux à qui ça parle, la relation, le coefficient de corrélation sur ce facteur est de 26% uniquement, ce qui reste faible. Et on voit qu'il y a une grande variabilité autour de cette relation, que les points sont très dispersés et qu'on n'a pas une belle droite, mais qu'on a plutôt un nuage de points très dispersé. Et si on va plus loin, si on revient à la définition donnée par Baking Business, c'est-à-dire que les farines entre 10% et 11,5%, donc toutes les farines comprises dans le bandeau rouge, devraient normalement fournir un pain avec un volume relativement similaire et acceptable et bon pour ce que l'on souhaite. Et bien, si on regarde concrètement ce qui se passe, si on prend ce point-là et ce point-là, deux points extrêmes, mais tous deux situés dans notre range de 10 et 11,5% de farine, et qu'on regarde une fois qu'on a fait le pain avec ces farines, ce que l'on obtient, on voit bien qu'on a deux produits totalement différents d'aspect, de taille de tranche, de volume. Donc c'est bien la preuve que la protéine est certainement un élément important pour pouvoir évaluer la qualité d'une farine, mais ce n'est nécessairement pas suffisant. Autre preuve qui va toujours un petit peu dans ce sens-là, c'est qu'on a aussi mené il y a quelques mois une enquête sur LinkedIn auprès de différents boulangers, acteurs de la seconde transformation, pas en France, mais à travers le monde, en leur posant un certain nombre de questions. La première d'entre elles était, est-ce que vous utilisez, est-ce que vous avez un cahier des charges pour sélectionner, pour vos approvisionnements en farine? Et puis, s'ils répondaient positivement, la seconde question qui suivait était, est-ce que ce cahier des charges vous permet de limiter, de supprimer toutes les difficultés sur la ligne de production ou est-ce que malgré ce cahier des charges associé à vos approvisionnements farine, vous continuez à rencontrer des difficultés sur la ligne de production? Et la réponse est très claire et excessivement majoritaire. Pour 96% d'entre eux, malgré la présence de ce cahier des charges, ils continuent à avoir des difficultés sur la ligne de production. Alors avec des fréquences plus ou moins élevées, parfois fréquemment, et ce fréquemment concerne quand même pratiquement un quart des gens qui ont répondu. Donc on se rend bien compte que le fait d'avoir un cahier des charges est bien souvent insuffisant pour garantir une tranquillité lors de la phase de production. Et à noter, c'était développé plus longuement lors des précédents webinaires, mais que ces difficultés sur la ligne de production ne sont pas sans incidence sur le coût de revient des produits que vous fabriquez et donc sur la santé financière de l'entreprise. Dernier petit point, on voit ici qu'il y a 4% des participants qui répondent n'avoir aucune difficulté depuis qu'ils ont défini un cahier des charges. Alors quand on regarde un petit peu plus le profil de ces participants, il s'agit très souvent d'universitaires, donc de gens qui sont plus au niveau théorique et un peu plus éloignés de la production au quotidien et des réalités du terrain. Donc maintenant qu'on a vu, ces éléments-là tendent à nous confirmer que, comme on peut le voir ici, euh, les cahiers des charges reposent souvent, ce que je disais tout à l'heure, sur la protéine, quel que soit le produit qu'on veut fabriquer, que ce soit du cake, que ce soit des tartes, du pain de mie, des gâteaux. On va utiliser des farines et on va les caractériser, ces farines, principalement sur la quantité de protéines. Et dans le meilleur des cas, sur la qualité des protéines. Et on se rend compte que ce cahier des charges est insuffisant et est souvent mis à défaut. La question, c'est pourquoi ces cahiers des charges ne fonctionnent-ils pas? Alors, je n'ai pas, bien sûr, pas de réponse absolue, mais deux grandes idées apparaissent qui pourraient et qui peuvent expliquer ce décalage entre le cahier des charges tel qu'il existe et la réalité du terrain.
Le premier, c'est probablement que l'information contenue dans ces cahiers des charges est certainement nécessaire, mais elle est certainement aussi insuffisante. Ce que j'essaye de dire par là, c'est que je répète depuis le début que la plupart des cahiers des charges traditionnels se basent sur la protéine. Quantité et qualité dans le meilleur des cas, et parfois uniquement sur la quantité. Donc c'est certainement très intéressant. Je suis convaincu de l'intérêt et de la pertinence de ce paramètre protéine. Par contre, c'est tendance à faire fi d'une grande partie de ce qui se passe ou du reste de la farine. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que globalement, ces protéines représentent globalement 10 à 15 de la farine en masse. Elles ont un rôle fonctionnel important. Par contre, si on ne se concentre que sur ces protéines, on a tendance à faire fi, à oublier 70% de ce qu'est la farine, à savoir l'amidon. Est-ce que ce n'est pas dangereux? Est-ce que c'est pertinent de laisser cette phase-là de côté? On peut en douter. Et puis, d'autre part, quand on interroge aussi ces participants, les gens qui ont répondu à ce questionnaire sur cahier des charges, qui et d'où vient ce cahier des charges, bah, les réponses sont souvent un petit peu confuses et rencontre fréquemment des gens qui nous disent, bon, bah, le cahier des charges était déjà là quand je suis arrivé, je ne sais pas exactement d'où il date, d'où il sort, mais il a toujours existé, donc bah, je continue à l'appliquer. D'autres qui me disent, bon, il a été établi par mon meunier, ou en fonction de ce que j'ai pu observer sur la littérature. Ou bah, j'étais dans une entreprise précédemment et globalement, on faisait à peu près le même produit. Donc, j'ai transféré le cahier des charges ou les informations que j'avais. Et globalement, on applique à peu près ce qu'on a pu voir ailleurs. Donc, globalement, on a tendance à appliquer des recettes qui ont ou qui sont censées avoir marché ailleurs et à se dire que ça va marcher chez nous, sans forcément savoir pourquoi et sans forcément l'avoir vérifié. Euh, donc là aussi, ça nous paraît peut-être un point de départ, mais un point de départ qui a de fortes chances d'être insuffisant. Et donc voilà, l'idée actuelle, c'est que la situation, en tout cas telle que nous, on l'aperçoit, c'est qu'on a tendance à se dire, bah voilà, j'ai telle farine, elle a telle caractéristique, donc normalement, avec cette farine qui a ces caractéristiques, je vais pouvoir fabriquer tel produit et ça devrait passer. On a tendance, nous, à penser que agir comme ça, c'est passer sous silence et ne pas tenir compte de tout ce qui se passe entre-temps. C'est-à-dire que pour un même produit fini, fabriquer une brioche par exemple, ben, je ne vais pas forcément avoir la même recette, je ne vais pas avoir la même ligne de production, je ne vais pas avoir les mêmes contraintes environnementales, de température, d'hygrométrie, que sais-je. Et que donc, c'est quand même se référer un petit peu au hasard, ou en tout cas mettre beaucoup d'aléas, d'espérer qu'une même farine donne un même produit avec des conditions de fabrication qui sont complètement différentes. Ce qui nous amène à nous dire que finalement, pour nous, la meilleure façon de construire un cahier des charges, de construire une cible en vue d'une sélection des matières premières, ça serait de faire l'effet inverse. Ça ne serait pas de partir de la farine et de se dire, à partir de cette farine, je vais pouvoir produire telle chose, mais de partir de l'inverse et de dire, à partir de ce produit fini-là, je vais déjà définir ce que c'est qu'un bon produit, je vais essayer de vérifier quelles sont les farines qui vont bien, et à partir de ce moment-là, à partir d'observations sur le terrain, sur ma ligne de production, sur mon produit, je vais pouvoir définir des spécifications qui, je l'espère, seront beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus complètes par rapport à ma ligne de production. Donc, si je devais résumer ça, c'est de se dire, ben voilà, la qualité finale, globalement, c'est ce qu'on veut. C'est quoi? C'est satisfaire le consommateur. Donc, c'est produire un pain qui va permettre au consommateur de trouver du plaisir au moment où il va le consommer, il va l'acheter, à tel point qu'il va vouloir recommencer l'expérience, j'allais dire semaine après semaine, mois après mois. Qui va acheter un produit, va le trouver bon, il va demander à le racheter ou il va le racheter, il va être à nouveau satisfait. Donc, il va falloir pouvoir lui fournir un produit conforme et lui fournir un produit conforme le jour 1, mais également le jour 2, le jour 3. Donc, avoir une régularité dans cette conformité et dans ce plaisir. Cela va être possible uniquement si mon processus de fabrication est sous contrôle. Alors, bien sûr, les machines, les équipements, les hommes, mais aussi les matières premières. Et donc, pour pouvoir garantir une qualité de matière première constante et régulière, il va falloir que je maîtrise aussi la production de cette matière première. Donc, en l'occurrence ici, si je veux garantir une farine de qualité optimale tout au long de l'année, eh bien, il va falloir que mon processus de transformation du blé en farine soit lui aussi sous contrôle et que je sois à même de sélectionner le bon grain. Donc, vraiment, l'idée, ce qu'on a, c'est de se dire,
on part du produit final et on remonte petit à petit jusqu'à la matière première. C'est un petit peu ce qu'on avait essayé de présenter les fois précédentes et qu'on résume un petit peu de la façon suivante. La première chose, pour avoir un produit de qualité, on va essayer de savoir plutôt que de supposer, de se baser sur des observations concrètes. La première chose, c'est déjà de définir ce que c'est qu'un bon produit final. Déjà, quel produit on parle? On parle de buns, on parle de croissant, on parle de pain de mie. Qu'est-ce qui est paramètres sont importants? C'est le volume, la couleur, la densité de la mie, la hauteur, l'épaisseur. Et pour chacun de ces paramètres, quelle valeur est acceptable? Il faut que j'ai un volume entre temps et temps, une hauteur entre temps et temps. Et comment j'arrive à la qualifier et à la mesurer de façon précise? C'est là qu'on avait vu que des outils tels que la vision pouvaient déjà avoir un apport majeur pour pouvoir qualifier de façon objective et pertinente ce qui est un bon produit. Et puis, une fois qu'on a défini ce qu'est un bon produit, eh ben, on va essayer de remonter la chaîne. On va tester différentes farines sur la ligne de production, ou en tout cas, on va regarder approvisionnement après approvisionnement ce qui se passe. Bah, tel jour, j'ai eu telle farine, ça s'est bien passé. Je vais la mettre de côté. Tel jour, j'ai eu telle farine, ça s'est mal passé. Quels défauts j'ai eu? Et puis, une fois qu'on a écarté, qu'on a réussi à identifier ça, c'est une farine qui me convient et ça, c'est une farine qui ne me convient pas, eh ben, on va pouvoir essayer de la caractériser, de trouver les outils pour le faire. Ça peut être au niveau rhéologique, ça peut être au niveau de la composition, ça peut être une composition des deux, ça peut être au mixolab, et puis ensuite chercher les paramètres de distinction. Et à partir de là, on va pouvoir construire un cahier des charges. Cahier des charges qu'on pourra transmettre à notre meunier en lui disant voilà ce qu'on veut arriver. Et tout l'enjeu pour le meunier, ça va être d'arriver à produire une farine qui réponde à ce cahier des charges. À lui, ça va être son challenge et d'y répondre de cette qualité jour après jour. Mais non plus sur un cahier des charges issu de la bibliographie, issu d'un hypothétique savoir, mais vraiment issu d'une expérience et d'un retour terrain chez moi, sur ma ligne de production. Et puis, si on veut aller jusqu'au bout de la procédure, ça sera à charge pour le meunier d'effectuer la même démarche et de sélectionner, entre guillemets, les blés les plus adaptés à son process pour produire la farine qui sera conforme ou qui donnera satisfaction à ses clients. Donc, ce que je vous ai dit les fois précédentes, on s'était attardé sur les deux premiers items de cette stratégie un peu globale. Et aujourd'hui, on va se focaliser un peu plus en détail sur la farine et sur la sélection des matières premières. Et donc, ce qu'on a vu ici, c'est que dans cette étape-là, ce qu'il nous faut, c'est être capable, une fois qu'on a défini ce qui est une bonne et une mauvaise farine, de pouvoir la caractériser, mettre des valeurs, mettre des mesures sur ça. Et donc, il va nous falloir des instruments ou des outils pour mesurer. Que peut-on mesurer? On peut avoir trois grands types d'analyse pour ce qui concerne les farines, les pâtes, de façon générale. La première, ça va être de dire, avec cette farine, je veux faire tel produit, donc je vais faire un test à petite échelle. Donc, c'est typiquement un test de panification ou un test biscuitier pour regarder si la farine correspond bien à ce que j'attends. Alors, ce type de test, ce que je vais appeler technologique, donc boulanger ou biscuitier, a un avantage, c'est que ça se rapproche du produit fini. On va le voir. Et puis, on va voir les différentes étapes. On va pouvoir toucher, on va pouvoir se faire une expérience. Ça, c'est l'avantage. Mais il présente aussi un certain nombre d'inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que c'est pas exactement le test, va pas être forcément identique au produit que je vais fabriquer sur la ligne et à la façon de le faire. Donc, il va déjà là y avoir un biais, ce qu'on va retrouver sur d'autres méthodes, mais qui est aussi présent ici. Et puis, ça va être relativement long, parce qu'il faut faire le test dans son ensemble. Ça va mobiliser des quantités de matière importantes. Ça va mobiliser un personnel qualifié et entraîné. Et puis, ce sont souvent des tests qui sont très opérateurs dépendants. Ce que j'entends par là, c'est que même s'ils sont entraînés, même s'ils sont particulièrement performants, un opérateur A, un opérateur B et un opérateur C sur un même produit ne va pas forcément avoir le même jugement. Pire, un même opérateur sur un même produit, en fonction qu'il soit en début ou en fin de journée, qu'il soit un peu fatigué ou pas, qu'il soit malade ou en pleine santé, ne va pas forcément rendre le même jugement. Il va donc y avoir une subjectivité relativement importante. C'est pourquoi on peut substituer à ces tests de panification d'autres types de tests. Des tests rhéologiques, par exemple, sur farine. L'idée, c'est quoi sur ces tests rhéologiques? C'est de se dire, je prends de la farine, je mets de l'eau, éventuellement d'autres ingrédients en fonction de ce qu'on veut faire, je fais une pâte, et puis je vais soumettre cette pâte à différentes déformations. Un étirement, un gonflement,
un malaxage, une fermentation. Et puis, je vais regarder comment elle réagit. Est-ce qu'elle réagit de telle ou telle manière? Et puis, essayer de définir par rapport aux farines bonnes et mauvaises que j'avais sélectionnées avant, quelles sont les valeurs qui me permettent de répondre à mes attentes. Dernière possibilité, c'est de se dire, cette farine, je ne vais pas l'analyser d'un point de vue technologique ou rhéologique, mais je vais aussi essayer d'aller un petit peu plus loin et d'essayer de voir un petit peu quelle est sa composition. Est-ce que ça va m'apporter des éléments supplémentaires? Alors, ce que j'appelle au niveau composition, c'est on va retrouver la teneur en protéines, qu'on évoquait tout à l'heure, et qui, même si elle n'est, à mon avis, pas suffisante, reste quand même intéressante. La teneur en eau, qui reste quand même aussi un facteur très important pour des aspects technologiques, sanitaires et autres. La teneur en amidon endommagé et potentiellement d'autres. Donc voilà. Donc bien sûr, tous ces outils sont différents. Je vous en ai présenté quelques-uns ici. Donc l'Alvéo, le Mixolab, l'Oreo, le SD-Matic, l'AgriCheck, donc tous des appareils de la gamme Chopin. Il en existe bien sûr d'autres concurrents. En sachant que je n'aurai pas le temps aujourd'hui de tous les présenter, qu'on a déjà passé un peu de temps à détailler le Mixolab et l'Oreo lors des précédentes sessions de ce début d'année ou de fin d'année dernière. Aujourd'hui, on va se focaliser plus particulièrement sur l'Alvéo, sur le SD-Matic et sur l'AgriCheck. Donc, c'est ce sur quoi nous allons passer maintenant, en sachant que globalement, l'idée, c'est de pouvoir avoir ici un exemple d'appareil qui va être un appareil qui va nous donner des éléments de la composition, donc l'AgriCheck, un appareil, le SD-Matic, qui va nous renseigner sur la quantité d'amidon endommagé, et puis un test plus dédié à l'analyse rhéologique avec l'alvéographe. En sachant que ce que je vous disais, ces résultats peuvent être pris indépendamment les uns des autres, mais il sera certainement plus pertinent et plus efficace d'utiliser l'ensemble de ces données pour essayer d'avoir une vision la plus globale possible de la qualité de nos farines. Et donc, voilà un petit peu la trame des slides qui vont suivre, et on va commencer tout de suite avec l'AgriCheck et donc l'analyse par infrarouge. Alors, pour ce qui est de l'analyse en proche infrarouge, il y a deux grandes idées à avoir en tête pour essayer de comprendre de façon très simplifiée comment ça fonctionne. Le premier de ces principes, c'est de se dire que la lumière qu'on voit, la lumière blanche, la lumière du soleil, la lumière qu'on voit tous les jours, elle est en fait constituée d'une multitude de lumières différentes, ce qu'on appelle, de façon hyper schématique, des lumières de couleur. Je prendrais un arc-en-ciel, par exemple, pour faire plus simple. Et que chacune de ces lumières de couleur est associée à une longueur d'onde. C'est comme ça qu'on va pouvoir la définir. Donc ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est de se dire, de savoir que certaines liaisons chimiques vont avoir la capacité d'absorber certaines de ces longueurs d'onde et de les absorber de façon spécifique. Un composé chimique et un autre composé chimique absorberont probablement tous deux une partie de cette lumière, mais pas la même partie. Par conséquent, si on fait un petit peu maintenant la synthèse de ces deux principes, le fait que la lumière est composée d'une multitude de longueurs d'onde différentes et que les molécules chimiques sont capables d'absorber une partie de façon très spécifique de ces longueurs d'onde, en combinant tout ça, on arrive à se dire que si j'ai la capacité de mesurer l'absorption d'un produit, pour savoir pour quelle longueur d'onde un produit est capable d'absorber, je vais être capable de déterminer sa composition. Si j'essaie de schématiser un peu ici, c'est globalement, je vais avoir un spectre pour chacune des longueurs d'onde d'un produit que je viens d'analyser. Et puis, je vais pouvoir avoir des pics sur cette courbe. Et chacun de ces pics va être associé plus ou moins à un type de molécule. L'humidité, l'amidon, les lipides. Et en fonction de la hauteur de ce pic, je vais savoir si j'en ai un peu plus ou un peu moins de chacun de ces constituants. Alors, dit comme ça, c'est un petit peu barbare, c'est un petit peu compliqué parce que ça va être difficile d'aller regarder chacun des spectres. Et donc, il va falloir de façon industrielle simplifier un petit peu tout ça. Donc, d'un point de vue plus pratico-pratique, comment ça se passe au niveau d'un appareil NIR? La première chose, l'appareil NIR, il va, pour fonctionner, falloir déjà qu'il permette de transformer ce qu'on appelle la lumière blanche, la lumière du soleil, ou la lumière qui est produite par une lampe halogène, de la décomposer dans toutes ces multitudes de lumières colorées avec les différentes longueurs d'onde. Donc, ce que je vous disais, c'est typiquement ce qui se passe avec la lumière du soleil qui passe à travers une goutte d'eau et qui donne l'arc-en-ciel.
Bah, classiquement, on utilise un prisme. Alors, il y a d'autres technologies qui peuvent exister, mais de façon assez fréquente, le prisme est utilisé. Donc, une fois qu'on a décomposé cette lumière blanche en une multitude de longueurs d'onde, eh ben, on va pouvoir utiliser ces différentes longueurs d'onde pour analyser le produit qu'on souhaite. On prend notre échantillon de farine et puis on va le soumettre aux différentes lumières qu'on a créées, aux différentes longueurs d'onde. Et on va pouvoir, pour chacune de ces longueurs d'onde, déterminer la quantité de cette lumière qui a été absorbée. Et on va obtenir du coup ce qu'on appelle un spectre d'absorption qui, pour un produit donné, va nous indiquer pour chaque longueur d'onde quelle quantité a été absorbée. Une fois qu'on a ça, eh ben, il reste une partie du travail à effectuer. Et cette partie du travail, c'est d'arriver à traduire, à transformer ce spectre d'absorption en données utiles. Alors, ce que j'appelle données utiles, c'est teneur en eau, teneur en protéines, teneur en lipides ou autres paramètres. Ben, pour ce faire, il va y avoir un petit peu de travail initial. Ce travail initial, il va consister à sélectionner un grand nombre d'échantillons, le plus grand nombre possible pour faire simple, et à analyser simultanément ces échantillons sur notre appareil infrarouge afin d'obtenir le spectre de cet échantillon, et dans le même temps de l'analyser sur la méthode de référence qu'on souhaite obtenir ou déterminer. Teneur en eau, une étuve par exemple, protéines, du MAC, GELDAL, ce que vous voulez. Et puis après, de combiner tout ça, et grâce à un logiciel d'analyse statistique, alors dans ce domaine de tout ce qui est de l'analyse statistique de spectre, on utilise un terme particulier, on parle de données chimiométriques, donc c'est un petit peu barbare. Et il y a des outils qui sont quand même simplifiés, mais l'idée c'est quoi? C'est juste de pouvoir faire un lien qui permette ou de trouver une équation mathématique, un modèle, une calibration qui permette de convertir cette courbe en une valeur de protéine ou de convertir cette courbe en une teneur en eau. Et de pouvoir, une fois qu'on a ce modèle, pouvoir très rapidement analyser l'échantillon. Donc, il y a toute une phase de développement de la calibration. Donc, ça, c'est normalement le travail de l'industriel. Et une fois que cette calibration est faite, l'utilisateur va avoir un résultat très simple et une utilisation très simple. Globalement, il va prendre son échantillon de farine, le passer dans son appareil infrarouge. L'appareil infrarouge va lui fournir un spectre d'absorption qu'il va pouvoir transformer grâce aux calibrations présentes dans l'appareil en teneur en eau, en teneur en protéines, en teneur en lipides, que sais-je. Et d'avoir ainsi très rapidement et très simplement une prédiction de la composition de sa farine sur les paramètres qu'il a sélectionnés. Donc tout ça semble merveilleux, mais comme toute méthode, la méthode infrarouge a ses limites. Trois limites ou trois choses à avoir en tête concernant les analyses infrarouges. La première, c'est que ce sont des méthodes indirectes. Ce qui veut dire, c'est qu'elles se rattachent toujours à une méthode de référence. Et qu'il est donc important, quand on mesure un paramètre par infrarouge, de savoir à quelle méthode de référence se réfère le paramètre ou la valeur qu'on va obtenir. La protéine a-t-elle été déterminée par GELDAL ou par DUMA? Est-elle exprimée sur matière sèche ou sur matière brute? Parce que si on ne connaît pas cette information, on va avoir une valeur, mais on ne va pas savoir à quoi correspond cette valeur. Donc, première chose, méthode indirecte, ce qui veut dire qu'il est nécessaire de savoir à quelle méthode de référence on se réfère et comment sont exprimés les résultats. Autre point, toute méthode analytique, directe, indirecte, a une certaine performance, précision, robustesse ou répétabilité, reproductibilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que les méthodes infrarouges, ou toute méthode indirecte, ne peut pas être plus précise ni plus robuste, ne peut pas être plus précise, plus répétable que la méthode de référence à laquelle elle se réfère. Au mieux, elle est aussi bonne. Ce qui veut dire que, typiquement, sur de la protéine, je n'ai plus les valeurs en tête, mais la plupart des méthodes, on doit être à plus ou moins 0,2, 0,3%. C'est-à-dire que si une méthode infrarouge, on vous promet d'être précis à 0,005%, ça n'a pas de sens selon moi, puisque le modèle qui a été utilisé se réfère, lui, à une méthode qui n'est pas plus précise que 0,2%. De la même façon, pour les cendres, si on vous produit des cendres à infrarouge avec 6 chiffres après la virgule, ça n'a selon moi aucun sens.
Donc, si je résume, infrarouge, méthode de référence, savoir donc bien l'identifier et connaître comment sont exprimés les résultats. Deux, connaître les performances de précision, de robustesse, de répétabilité, de reproductibilité de cette méthode de référence. On ne pourra pas être mieux que ça. Et puis, dernier point, c'est que ce que je vous ai dit, c'est qu'il y avait des molécules qui étaient capables d'absorber une partie de la lumière de longueur d'onde spécifique. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette absorption n'est valable que pour des molécules ou pour des liaisons de type organique. Globalement, on va pouvoir, avec de l'infrarouge, mesurer, entre guillemets, directement, ou en tout cas facilement, tout ce qui est protéines, tenant en eau, lipides, ainsi de suite. Par contre, théoriquement, on est incapable de mesurer des produits minéraux. Les cendres, par exemple, on n'est normalement pas capable de les mesurer par infrarouge. Alors, je dis normalement, puisqu'il y a des stratégies de contournement quelque part. On sait que les cendres dans les farines sont fortement liées aux fibres. C'est là qu'on va les retrouver. C'est dans les cendres se concentrent dans le blé, principalement autour des particules de son. Donc, si on est capable de mesurer la quantité de son dans nos farines, on va être indirectement capable d'estimer la quantité de cendres, dans nos farines. Mais on ne parle plus sur une estimation et pas là sur une réelle mesure. La même façon de mesurer des paramètres ou des données quantitatifs, tels que le W-alvéo par exemple, c'est normalement pas possible, puisque le paramètre alvéo, on va le voir un peu plus tard, c'est une combinaison de facteurs, c'est un paramètre pseudo-qualitatif. Sauf que, on va le voir aussi tout à l'heure, le W-alvéo est quand même fortement corrélé avec le taux de protéines. Donc, si avec l'infrarouge, on est capable de mesurer le taux de protéines d'un blé ou d'une farine, on va, par approximation, être capable d'estimer, d'avoir une estimation plus ou moins précise du W. Mais encore une fois, à la base, les méthodes de mesure infrarouge sont dédiées à la détermination de composés organiques. Voilà pour le premier des appareils que je vais présenter aujourd'hui, l'infrarouge. Le deuxième, on va se focaliser maintenant sur la teneur en amidon endommagé. Qu'est-ce que l'amidon endommagé et d'où vient-il? Alors déjà, l'amidon, c'est le principal constituant de la farine. Il représente environ 70% de cette dernière. Par ordre de comparaison, les protéines, c'est globalement 10 à 15%. Dans le grain de blé, sous sa forme native, les granules d'amidon, l'amidon va se présenter sous forme de granules, qui va être une association de façon très organisée de molécules d'amylose et d'amylopectine. Au cours de la mouture, ces granules d'amidon vont en partie perdre leur intégrité physique. Ils vont être endommagés mécaniquement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet endommagement est inévitable. Certains vont essayer de me dire non, moi, je ne produis pas d'amidon endommagé. Je vous dis que ce n'est pas possible. À partir du moment où vous allez entrer en phase de mouture, vous allez endommager vos granules d'amidon et vous allez produire de l'amidon endommagé. Par contre, vous allez en produire plus ou moins en fonction de deux facteurs principaux, la dureté du grain d'un côté et le diagramme ou la procédure de mouture que vous avez mis en place. Donc, un critère génétique et un critère mécanique. Globalement, plus toute chose égale par ailleurs, plus vous broierez un grain ou un blé dur, plus vous produirez d'amidon endommagé. De la même façon, toute chose égale par ailleurs, ou pour un même blé, si vous avez un diagramme de mouture très serré, beaucoup d'appareils de mouture, des cylindres très étroits, un conditionnement du blé très limité, vous allez fortement augmenter la production d'amidon endommagé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, vous allez produire de l'amidon endommagé au cours de votre mouture. Et ce qui est également intéressant à savoir, c'est qu'une fois qu'il a été créé, il est très difficile et par conséquent coûteux de le corriger. Si j'ai un excès d'amidon endommagé, il va être difficile de corriger ma farine. Alors maintenant, une fois que j'ai dit ça, c'est bien beau, mais pourquoi mesurer l'intérêt? Pourquoi mesurer l'amidon endommagé? En quoi est-ce intéressant et important? C'est important parce que cet amidon endommagé, il va avoir un impact considérable sur la pâte au cours du process de fabrication et sur le produit final lui-même. Pourquoi? Parce que cet amidon endommagé va absorber beaucoup d'eau. Il va globalement absorber 10 fois plus d'eau sous sa forme endommagée que sous sa forme native. Donc ça va avoir un impact
positive, hein. Pour une même quantité de farine, je vais pouvoir mettre plus d'eau et produire donc plus de pâte. Mais ça va aussi impacter la consistance de la pâte que je vais produire, et donc ça ne va pas forcément être positif. Cet amidon endommagé va être aussi beaucoup plus accessible aux enzymes, notamment aux alpha-amylases. C'est-à-dire que pour une même quantité d'amylase présente dans ma farine, dans ma pâte, eh ben, je vais être capable de produire beaucoup plus de sucre simple. Mon alpha-amylase, mon amidon va être beaucoup plus rapidement dégradé en sucre simple, qui vont servir de combustible à ma levure pour produire du CO2 et produire donc beaucoup de gaz et potentiellement augmenter le volume de mon pain. Augmenter le volume de mon pain à condition que ma protéine, que mon réseau de gluten soit capable de contenir le gaz supplémentaire produit. Sinon, je vais potentiellement avoir un effondrement de ma pâte. Donc tout ça pour dire que cet amidon endommagé va jouer sur la fermentation et donc sur l'aspect final de mon produit et de ma pâte. Et puis, dernier point, ce que je vous ai dit, la plus accessible aux enzymes, donc produire plus de sucre libre, présence de protéines, sucre libre, réaction de Maillard, coloration du produit. Donc potentiellement plus d'amidon endommagé. Toutes choses égales par ailleurs, je devrais avoir un pain, une croûte qui est plus colorée, plus foncée. Alors, bien sûr, après, c'est toujours une histoire d'équilibre. L'amidon endommagé n'est pas bon ou mauvais en soi. Il va falloir trouver un bon équilibre en fonction des contraintes, du produit que je veux faire et de la façon dont je veux le produire. Et de façon assez schématique, on a tendance à dire que plus la farine que j'utilise est riche en protéines, plus je vais pouvoir me permettre d'avoir un taux d'amidon endommagé élevé. Pourquoi? Puisque ce que je vous ai dit, l'amidon endommagé absorbe beaucoup d'eau. Il absorbe beaucoup d'eau au début du pétrissage, mais il a tendance à relarguer petit à petit cette eau à la fin du pétrissage. Et si j'ai de la protéine en quantité suffisante pour, entre guillemets, prendre en charge cette eau qui est relarguée, ça va bien se passer. Ma pâte va continuer à avoir une certaine texture, une certaine consistance. Par contre, si j'ai aucun composé, aucun autre élément de la farine pour pouvoir capter cette eau qui est relarguée, elle va rester en surface et des problèmes de collants, entre autres, risquent d'apparaître. Donc, encore une fois, l'amidon endommagé est inévitable, difficile à contrôler, très important puisqu'il va jouer sur de nombreux paramètres. Et l'idée, c'est de pouvoir le mesurer pour trouver le bon équilibre, le bon dosage ou le bon niveau d'endommagement de l'amidon en fonction de ce que je veux faire avec et de ce que je veux faire avec la farine que je vais fabriquer. Alors, pour mesurer cet amidon endommagé, il existe sur le marché, sur le terrain, de très nombreuses méthodes différentes, mais qui se classent basiquement en deux grands groupes. Les méthodes enzymatiques et les méthodes empérométriques. Méthodes empérométriques parmi lesquelles on trouve notamment et principalement le SD-matic. Alors, les méthodes enzymatiques, ce sont de très bonnes méthodes qui fonctionnent très bien, donc qui ont quand même un certain nombre d'inconvénients. Elles sont longues. Pour avoir un résultat, il faut compter globalement 1h30. Il faut un matériel important. Il faut des pH-mètres, il faut des étuves, il faut des spectrophotomètres. Et puis, il faut un personnel qualifié pour bien maîtriser l'ensemble de ces éléments. Les méthodes empérométriques, telles que le SD-matic, présentent l'avantage d'être beaucoup plus simples et plus rapides. Typiquement, elles sont basées sur les travaux de ce qu'on a de Metcalfe et Gill de 1965, et basées sur le fait que l'amidon est une affinité pour l'iode. C'est-à-dire qu'il va être capable d'absorber l'iode. Et il va être capable, cet amidon, de l'absorber l'iode d'autant plus facilement et d'autant plus rapidement qu'il est endommagé. Donc, le principe du SD-matic ou des méthodes empérométriques, c'est de mettre en contact une quantité de farine déterminée, 1 gramme, avec une certaine quantité d'iode dans une solution, de mettre en contact ces deux éléments pendant un temps déterminé, globalement 3 minutes, et à la fin des 3 minutes, de regarder quelle quantité d'iode a été absorbée ou quelle quantité d'iode reste dans le milieu. Plus la quantité d'iode absorbée est importante, plus la farine contient d'amidon endommagé. Et inversement. Donc, d'un point de vue pratique, la réalisation d'un test SD-matic est vraiment très simple. Il suffit de préparer la solution chimique, en gros acide citrique, iodure de potassium, de l'eau distillée, une petite goutte de thiosulfate. On positionne la réaction et le bol de réaction sur l'appareil.
On pèse la farine, environ 1 gramme, on la rentre dans l'appareil, on saisit la quantité de farine rentrée et les paramètres du test, on lance le test et au bout de 10 minutes, on a une détermination de la teneur en amidon endommagé de nos farines. Alors, sous différents résultats, hein, on voit ici que la donnée brute, c'est celle qu'on va mesurer, c'est l'AI%, donc l'absorption d'iode. Et on l'exprime aussi fréquemment en unités UCD, pour unité Chopin-Dubois, qui sont les unités propres à Chopin. Je vous ai dit également qu'il existait sur le marché de très nombreuses méthodes, notamment enzymatiques, donc qui vont toutes être différentes et fournir un résultat et des unités différentes, mais qui ont l'avantage d'être toutes très bien corrélées entre elles. Il est donc possible de trouver des passerelles, des modèles mathématiques, des équations mathématiques qui permettent de convertir ou de prédire l'une par rapport à l'autre. Et donc, c'est grâce à ces équations, on est capable, sur le SD-matic, de les saisir dans l'appareil. Et le SD-matic peut ainsi vous fournir des teneurs en amidon endommagé exprimées selon d'autres méthodes. Typiquement, les méthodes Farran, les méthodes Megazyme, donc AACC 7631, par exemple, mais beaucoup d'autres si nécessaire. Hop, je vais essayer d'accélérer un tout petit peu puisque je ne suis pas en avance. Et donc, après le SD-matic, je vais vous parler un petit peu de rhéologie et d'alvéographe. Alors, qu'est-ce que l'alvéographe? Globalement, l'alvéographe permet de mesurer, c'est un appareil qui va permettre de mesurer les caractéristiques de la pâte, des caractéristiques telles que l'extensibilité, l'élasticité. Et le principe est assez simple, hein, on va préparer une pâte, donc un mélange d'eau salée et de farine, extruder des pâtons, découper des petits pâtons et puis insuffler de l'air sous ces pâtons pour gonfler une bulle et puis mesurer l'évolution de cette bulle et mesurer en gros l'évolution de la pression à l'intérieur de la bulle. C'est la courbe qu'on a ici et obtenir à partir de cette courbe un certain nombre de paramètres P, I, E, W, L que je vais maintenant vous détailler un peu plus en détail, un peu plus précisément. Alors, pour rappel, hein, c'est ce que je viens de vous dire. La réalisation du test alvéo, très simple. On mélange pendant 8 minutes, mélange farine plus eau salée. On extrude, on lamine, on découpe un pâton, on met ce pâton au repos 20 minutes à 25 degrés pour le permettre de se détendre. Et on va ensuite le mettre sur ce qu'on appelle la platine de gonflement pour insuffler de l'air et gonfler la bulle. Donc ça, ce sont des méthodes, une méthode qui est normalisée au niveau international et dans de très nombreux pays. Et ce que je vous disais, les résultats qu'on obtient sont les suivants. Le premier paramètre qu'on va obtenir, c'est le P, ou ténacité. Cette ténacité, d'un point de vue du boulanger, elle va correspondre à la fermeté de la pâte, c'est-à-dire à la force, pour faire simple, qu'il est nécessaire de mettre à son doigt, à sa main, pour pouvoir enfoncer sa main ou son doigt dans la pâte. Plus la pâte est ferme, plus le P va être élevé. Sur la courbe, globalement, c'est la pression maximum mesurée. Si on regarde la bulle, en fait, au moment où le P est mesuré, où la pression est maximale, la bulle est pratiquement pas développée. Elle est pratiquement plate, on est vraiment au tout début. Et là, on peut faire un parallèle intéressant avec le ballon de baudruche. Vous savez, les petits ballons là, en élastomère que vous gonflez, quand vous essayez, au tout début, c'est très, très difficile. Vous devez souffler très, très fort et il ne se passe rien. C'est exactement la même chose avec la VO. Au départ, vous soufflez très, très fort, vous avez une pression importante et il n'y a pas de déformation. C'est le même principe. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que d'un point de vue boulanger, cette ténacité, ça correspond à la dureté de la pâte et elle va être dépendante, cette ténacité ou ce P, principalement de la capacité de l'absorption d'eau de la farine. Capacité d'absorption d'eau de la farine qui dépend de 3 paramètres principaux, pas uniquement, mais principalement, quantité et qualité des protéines, taux d'endommagement de l'amidon et puis des fibres, pentosane, qu'on peut relier du coup au centre. Donc, premier des paramètres, la ténacité, la consistance de la pâte. Le deuxième, c'est l'extensibilité qu'on exprime selon les cas en L ou G, mais c'est la même information. Et l'extensibilité, c'est la capacité de la pâte à s'étendre, à se déformer sans rompre. Donc, c'est typiquement ce que fait le pizzaiolo lorsqu'il étale sa pâte à pizza, ou ce que fait le boulanger lorsqu'il tire sur la pâte et puis qu'il essaie de voir jusqu'à quel niveau il peut l'amener sans qu'elle déchire. Ça correspond, sur la courbe, à la distance entre le début et la fin de la courbe. Ce que j'appelle la fin de la courbe, c'est le moment où la bulle de pâte va exploser.
Et donc, bah, c'est le moment, si vous faites le parallèle avec votre ballon de baudruche, à partir du moment où vous avez réussi à surmonter la résistance initiale et où le ballon gonfle jusqu'au moment où il va éclater. Ça, c'est l'extensibilité. Et elle va donner donc une bonne indication sur la capacité de ma pâte à retenir le gaz que la levure va produire pour donner un pain volumineux. Cette extensibilité, elle est principalement liée à la quantité et à la qualité des protéines. Autre paramètre, l'élasticité. Alors, l'élasticité, c'est un peu l'opposé de l'extensibilité. L'élasticité, c'est la capacité qu'a une pâte à revenir à sa position d'origine une fois qu'on supprime une contrainte. L'idée, c'est je prends un morceau de pâte, je l'étire un tout petit peu, je lâche. Et une fois que je lâche, qu'est-ce qui se passe? Ma pâte reste-t-elle au même endroit ou a-t-elle tendance à revenir à sa position d'origine? Plus elle se rapproche de sa position d'origine, plus elle est élastique. C'est le parallèle avec l'élastique en caoutchouc que vous avez. Vous tirez dessus, vous mesurez son extensibilité. Au moment où vous le lâchez, vous regardez s'il est élastique ou pas. Il est élastique parce qu'il revient à sa position d'origine. Sur la courbe alvéo, l'élasticité correspond, qu'on mesure aussi sous le terme de IE, d'indice d'élasticité, il va correspondre globalement à la courbure de la courbe. Plus la courbure va être faible, plus l'élasticité va être forte. Globalement, on va mesurer la pression à l'intérieur de la bulle à 40 mm, sachant qu'à 40 mm, on a injecté 200 ml d'air dans la bulle. Et on va faire le ratio P200 ou P à 40 mm sur P qu'on va multiplier par 100. Et donc, on va vraiment faire le ratio de cette courbure de la courbe. Alors, pourquoi cette élasticité est intéressante? Eh bien, parce qu'elle peut permettre de comprendre ou en tout cas de maîtriser certains phénomènes. Un cas de figure qu'on cite souvent, c'est un producteur de pizza. Ce producteur de pizza, pour fabriquer ces dernières, il fabriquait sa pâte, il l'a laminée, il allait ensuite l'estampiller pour obtenir des beaux ronds, enlever l'excès de pâte et puis venir passer sous des doseurs qui allaient ajouter la sauce tomate et puis les différents ingrédients. Ça se passait bien, il avait un cahier des charges, il déterminait une valeur de P, une valeur de L, tout roulé. Et puis un jour, ça s'est dégradé parce qu'il avait toujours un respect de son cahier des charges, même P, même L, mais ses pâtes, ses pizzas avaient tendance à être beaucoup plus petites. Le problème était double. Déjà, les clients, au lieu d'avoir une pizza de cette taille-là, avaient une pizza beaucoup plus petite, donc ce n'était pas très satisfaisant. Et puis surtout, une fois que la pâte s'était réduite et qu'il venait ajouter sa sauce tomate et ses ingrédients, sa sauce tomate et ses ingrédients se retrouvaient non plus sur la pâte à pizza, mais sur le tapis, ce qui entraînait des difficultés de nettoyage, d'hygiène et tout ce qui suit. Et il ne comprenait pas, puisqu'une fois encore, il avait des valeurs de P et de L conformes à son cahier des charges. Mais quand on a creusé, qu'on a comparé, on a fait des analyses avant, après sur les valeurs alvéo, il a été constaté que oui, on respectait le P, oui, on respectait le L, mais l'indice d'élasticité, cette courbure de la courbe alvéo, était différente. Et on s'est rendu compte que pour un indice d'élasticité élevé, donc une bulle plus petite, on avait des farines qui posaient des difficultés de rétrait importantes. Donc, un paramètre souvent oublié mais important, l'indice d'élasticité. Je poursuis et je termine sur l'alvéo avec le paramètre W. Le paramètre W, force boulangère, c'est le paramètre le plus souvent utilisé quand on parle d'alvéo, notamment chez les sélectionneurs de blé. Donc, c'est un très bon paramètre. Il correspond à la surface sous la courbe. Et globalement, pour le boulanger, à la capacité à faire une surface importante. Plus la surface de pâte que je vais pouvoir étirer est importante, plus le W va être élevé. Je vous ai dit, c'est un bon paramètre, mais c'est un paramètre de synthèse. Et il a quand même un défaut majeur. C'est qu'un même W peut refléter deux réalités ou des réalités très différentes. J'en veux pour exemple que les courbes bleues qui est ici et la courbe orange ici ont le même W. Et je pense que les farines, si vous passez ces deux farines avec le même W sur une même ligne de production, je pense que les résultats entre ces deux farines seront totalement différents. En gros, le W est un paramètre synthétique. Et on conseille, pour caractériser à l'alvéo une farine ou un blé, d'utiliser au moins deux paramètres différents qui permettent de décrire
En gros, la hauteur et l'allongement de la courbe. Traditionnellement, le P et le L, mais ça peut être aussi le P et le W et le L, le P sur L et le P, mais toujours au minimum de paramètres. Et pensez également à l'indice d'élasticité. Pour en terminer sur ce W, il est dépendant de tous les paramètres qu'on a vus précédemment, puisque c'est un paramètre de synthèse, donc de la quantité et de la qualité des protéines, de l'amidon endommagé, des enzymes et des interactions entre ces différents constituants. Donc on a révoqué rapidement comment établir un cahier des charges, on a passé en revue 3 appareils de mesure qui peuvent participer à la sélection des matières premières. Et maintenant, on va essayer d'évoquer quelques exemples de comment ces outils peuvent aider à éventuellement corriger, à trouver des leviers d'action si jamais la farine que j'ai produite n'est pas exactement conforme à ce que j'attendais. Et donc, pour corriger, pour adapter, plusieurs stratégies peuvent être mises en place. Bon, déjà, ça va être de peut-être modifier, de choisir son blé ou sa procédure de mouture, de les adapter si c'est possible. Ça va pouvoir de faire des mélanges de blé ou des farines, ou ça va être pouvoir d'ajouter des additifs. C'est un petit peu ce qu'on va essayer de découvrir maintenant. Alors déjà, la première chose, c'est en quoi la composition, est-ce qu'il existe un lien entre composition et paramètres rhéologiques? Alors, il n'y a pas de lien forcément absolu, mais on peut observer des tendances. Donc, toujours pareil, sur les 150 échantillons de farine dont je vous parlais au début de cette présentation, on les a analysés sur teneur en protéines, en amidon endommagé, teneur en cendres, et puis sur les résultats alvéo. Et ce qu'on observe, c'est que par exemple, que le P de l'alvéo est fortement relié à l'amidon endommagé, et dans un second temps, à la teneur en cendres. Teneur en cendres, fibre absorbe beaucoup d'eau, amidon endommagé absorbe beaucoup d'eau. Et ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que le P était très fortement lié à l'absorption d'eau. Donc, c'est cohérent. Le L, lui, est fortement lié à la protéine et à l'amidon endommagé. Et le W, principalement lié à la protéine. Et je reboucle ici avec ce que je vous disais tout à l'heure sur l'estimation indirecte potentielle et avec toutes les limites qu'on peut mettre au niveau de l'infrarouge. Donc, on voit qu'en effet, il peut y avoir des sortes de passerelles, de liens, alors imparfaits, incomplets, mais entre composition et paramètres rhéologiques, ce qui va pouvoir donner des pistes au meunier pour pouvoir adapter éventuellement, s'il en a les possibilités, encore une fois, sa farine, si jamais le résultat qu'il obtient n'est pas tout à fait celui attendu. Typiquement, si on résume ça de façon un petit peu différente, s'il augmente son taux d'extraction, il va probablement augmenter son taux de cendre, probablement augmenter sa quantité d'amidon endommagé, ce qui devrait se traduire par une augmentation du P et un L probablement plus bas. A contrario, s'il diminue son taux d'extraction, il va certainement diminuer son taux de cendre, diminuer l'amidon endommagé, donc diminuer le P. Voilà, il peut aussi jouer sur les farines de passage, sur les différents éléments pour pouvoir adapter telle ou telle chose. C'est-à-dire qu'il peut analyser chacune des farines de passage à l'alvéo et puis décider alors quelle fraction il va garder pour sa farine finale ou non. Donc le premier facteur, c'est ce que je vous disais, c'était le choix éventuellement des blés ou le choix, l'adaptation du process de mouture. Autre facteur ou stratégie qui peut être couramment appliqué, ça va être le mélange de blé ou de farine. Alors ça, c'est basé sur un principe de base qui est l'additivité des paramètres alvéo. Ce que j'appelle l'additivité des paramètres alvéo, c'est-à-dire que si vous prenez 2 farines, l'une avec un P à 50 et l'autre avec un P à 100, si vous mélangez ces farines à 50-50, vous aurez au final une farine qui aura un P de 75, donc de la moitié-moitié. C'est-à-dire qu'on peut avoir un calcul mathématique pour anticiper les différents paramètres. Donc, cette additivité, elle est vraie sur l'ensemble des paramètres alvéo et elle peut donc être utilisée pour anticiper les valeurs alvéographiques d'un mélange dont on connaîtrait les valeurs alvéographiques de chacun des composants du mélange. Et c'est déjà utilisé par de nombreux meuniers de façon un peu empirique sur un coin de table ou via un fichier Excel. Mais les dernières versions de l'Alvéo Lab permettent d'automatiser un petit peu cette opération. Et donc, un des exemples, c'est de se dire, vous avez 3 farines différentes, A, B, C, avec chacune leurs caractéristiques alvéographiques.
Le P, par exemple, s'étale de 25 à 120. Et puis, vous décidez de faire un mélange de 25% de la farine C avec 50% de la farine B et 25% de la farine A. Vous avez sélectionné vos farines, sélectionnez les pourcentages. Et ben, le logiciel va vous calculer les paramètres, les valeurs alvéographiques théoriques de ce mélange. Libre à vous après de le vérifier dans les faits, c'est-à-dire de réaliser effectivement ce mélange et de vérifier que les valeurs algéographiques correspondent. Mais c'est le cas, en tout cas, on en sera très proche, puisque cette loi d'additivité, une fois encore, fonctionne vraiment très bien et c'est connu depuis très longtemps. Toujours dans la même idée hein, d'optimiser les mélanges, on a pu là des farines qu'on va additionner ou mélanger dans des proportions différentes. C'est qu'on a maintenant toujours deux farines dont on connaît les paramètres, les valeurs alvéographiques individuelles, et on cherche à les mélanger dans des proportions telles ou optimales de façon à ce que lorsque je mélange dans les proportions à déterminer, j'obtiens un W de 250, en sachant que j'ai une farine qui a un W à 391 et l'autre à 186. Donc, quelle proportion ça doit être fait? Ben là encore, hein, je sélectionne mes deux farines, je sélectionne mon W cible, j'appuie sur le petit bouton qui va bien et le logiciel va me dire que pour obtenir une farine finale avec un W de 250 à partir de ces deux farines initiales, il faut que je les mélange à hauteur de 31 et 69%. 31% pour la farine B et 69% pour la farine A. Je vais accélérer un tout petit peu parce que je suis en retard. Mais donc voilà, là, c'est l'effet inverse. On part de deux farines, on a une cible. Quel est le meilleur mélange possible? Le logiciel vous aide à le trouver. Exactement la même chose, mais en complexifiant un petit peu l'affaire, en ayant non pas deux échantillons, mais trois, mais pas une seule cible, mais deux, et essayer de trouver le meilleur optimum. Mais là encore, le principe est le même. Vous sélectionnez vos trois farines, vous sélectionnez vos paramètres cibles. Ici, un W à 250 et puis un P à 90, en essayant de prioriser. Et le logiciel va vous fournir les proportions à utiliser pour chacun de ces trois farines. Et le rendu avec les valeurs théoriques affichées. Amélioration, sélection, mélange, dernier point, amélioration. Que nous disent les experts? C'est-à-dire, voilà, ma farine n'est pas exactement conforme à ce que j'attendais. Est-ce que j'ai des moyens, par l'ajout d'additifs, d'enzymes, de pouvoir la corriger, l'adapter de façon à être plus proche de ce qu'attend mon client, de plus proche de ce dont j'ai besoin? La réponse est clairement oui. Et là aussi, l'alvéo peut vous y aider. Globalement, des spécialistes des additifs, hein, tels que Mullen Chimie, mais d'autres font la même chose, ont testé leurs additifs sur l'effet de leurs additifs sur l'alvéo et ont classé ou indiqué quel était l'effet de ces derniers. Typiquement, la protéase a la tendance à diminuer le W, à diminuer le P, et puis sur le L, l'effet est variable en fonction des farines. La cystéine, elle a globalement le même effet que la protéase. Ce n'est pas une surprise. Le gluten vital, au contraire, a tendance à augmenter le W, augmenter le P, à diminuer le L. Donc, les fabricants d'additifs testent leurs enzymes comme ça sur l'alvéo et sont capables de dire dans quel sens ça va évoluer. Et ça va pouvoir vous aider, puisque si vous rentrez ces informations-là dans le logiciel Alvéolab, il y a déjà une partie d'information qui est rentrée. Vous avez comme ça une table d'additifs avec leurs effets sur le P, le W et le L qui sont saisis, savoir si ça augmente, ça diminue. Table que vous pouvez compléter par vos propres observations. Et une fois que vous avez besoin de l'utiliser, très concrètement, comment ça se passe? Eh bien, vous avez ici la farine que vous avez fabriquée, la farine que vous souhaitez obtenir, votre référence, et le logiciel, quand vous allez cliquer dessus, va vous indiquer quels sont les additifs référencés dans l'additif qui seraient susceptibles de pouvoir accorder ou effectuer cette amélioration. Typiquement, dans le cas présent, on veut diminuer le P, eh ben, l'amylésylase pourrait ou la bêta-amylase pourrait le faire. On veut diminuer le W et on veut augmenter le L. Donc, ces deux enzymes seraient parmi les candidats potentiels. Après, à vous rapprocher de votre fabricant d'additifs, de votre expérience pour savoir quel dosage, laquelle prendre en compte. Il y a d'autres paramètres en jeu, mais ça peut être une aide, un indicateur pour vous orienter.
Bien entendu, ce que j'ai dit là sur ces aspects aide à la décision, à l'adaptation, c'est fait sur l'alvéo. On peut tout à fait le transposer de façon plus ou moins similaire et plus ou moins rapide. Voilà, des appareils tels que le mixolab, les amidons endommagés ou autres. Donc voilà très rapidement ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc si on devait résumer, c'est que ben, pour sélectionner correctement de façon efficace les matières premières dont on a besoin, il faut déjà avoir une cible, un cahier des charges. La façon dont ce cahier des charges est déterminé est cruciale. Un cahier des charges, s'il est griffonné sur un coin de la table ou qu'il est déconnecté de la réalité du terrain, ça va être une contrainte plus qu'une aide ou un apport à la solution. Donc, il est vraiment crucial de se poser sur qu'est-ce qui est vraiment pertinent, comment le rendre pertinent et de quelle farine j'ai besoin moi pour pouvoir produire un produit conforme. Une fois que ce cahier des charges est déterminé, bah, il va falloir déterminer comment caractériser la farine, comment l'améliorer, comment la produire et comment avoir s'assurer de la régularité de cette production. Et donc là, des outils existent différents en fonction bah, du type de farine que vous allez faire, de ce dont vous disposez. Et puis, ce qu'on a vu aussi, c'est que ces mêmes outils, non seulement ils vont vous permettre de suivre la régularité de votre production, ils vont pouvoir vous orienter sur ce que vous devez fabriquer, mais ils vont éventuellement pouvoir vous aider aussi à trouver des solutions d'adaptation, le cas échéant. Donc, globalement, rien de très compliqué en soi. Par contre, il faut avoir la bonne méthodologie, la bonne approche, disposer de l'outil adapté qui n'est pas forcément le même en fonction des contraintes que vous avez et des produits que vous voulez faire. Et puis, bien sûr, en cas de besoin, nous sommes toujours disponibles pour échanger plus longuement avec vous. Donc voilà, j'espère que cette présentation a pu vous apporter quelque intérêt. Elle a été un petit peu plus longue que prévu. J'espère qu'elle n'a pas été ennuyeuse pour autant. Je vais regarder s'il y a quand même quelques questions et si je vais prendre 2-3 minutes pour essayer d'y répondre. Alors, non, pas de questions particulières. Donc, ben, je ne vais pas m'attarder plus vu que j'ai déjà un petit peu dépassé le temps qui m'était imparti. Si jamais des questions vous venez par la suite, ben, n'hésitez pas à nous contacter ultérieurement. Vous avez nos coordonnées directement chez Chopin, via nos distributeurs éventuellement dans les pays étrangers, via nos commerciaux en France ou directement. Et on se fera toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour un nouveau webinaire. Bien